8h42, nous sommes de retour sur Direct Marché. J'accueille Renaud Ramette, gérant action chez Promépar Asset Management. Bonjour. Bonjour. Alors on va parler des marchés tout de suite avec vous. On a eu une forte correction depuis le début décembre, suite à le discours de Mario Draghi. Et depuis, finalement, on a eu donc une baisse des marchés jusqu'à le début de l'année 2016. Première semaine vraiment marquée dans le rouge. Et puis là, depuis le début de cette semaine, eh bien, les marchés rebondissent légèrement, mais rebondissent quand même un petit peu. Est-ce que pour vous, ça veut dire qu'on a atteint le point bas, que la correction est terminée? Comment vous interprétez les marchés actuellement? Alors, le rebond technique, en fait, pouvait être attendu au regard de certains indicateurs techniques de marché, notamment de faible volume dans la baisse. Donc, en fait, ça signifiait qu'il n'y avait pas de capitulation encore sur les marchés financiers. Donc, on peut interpréter les choses différemment, c'est-à-dire que dans un scénario classique, on peut attendre justement de forts volumes pour être certain d'un point bas, ce qui n'est pas encore le cas. Donc, le rebond technique était attendu. Cela dit, on voit qu'on rebaisse déjà depuis hier aux États-Unis et donc on va retester le seuil des 4300. Donc, les craintes habituelles sont toujours d'actualité, pétrole et Chine notamment. Ce sont principalement ces facteurs-là qui conduisent les marchés à la baisse. Selon vous, il n'y a pas d'autres justifications? C'est-à-dire qu'en fait, ces facteurs-là restent effectivement présents dans les marchés depuis quelques temps. Quant à la Chine, c'est déjà depuis le mois d'août, le pétrole depuis longtemps. Et ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, finalement, les annonces des banques centrales sont derrière nous. La Fed et la BCE ont communiqué au mois de décembre. Et concrètement, ce qui se passe, c'est que les marchés donc, sont sans soutien et ça magnifie, ça amplifie en quelque sorte ces phénomènes. Donc, les craintes... Pourtant, la Chine et le pétrole, comme vous dites, ça ne fait pas spécialement là depuis quelques mois que ça existe. C'est depuis maintenant longtemps qu'on en parle, qu'on voit depuis mi-2014 à la baisse du pétrole. Et puis la Chine, le ralentissement, ça fait plusieurs mois maintenant aussi qu'on en parle. On a l'impression qu'on se réveille tout d'un coup en voyant que finalement, en effet, comme vous dites, on est un petit peu tout seul. Les marchés n'ont plus vraiment de soutien. Oui, alors tout à fait, mais dans des phases effectivement de marché, les investisseurs vont s'inquiéter notamment d'opacité de chiffres, également des réactions des autorités effectivement chinoises qui étaient peut-être un peu brouillonnes. Donc ça, c'est de nature à inquiéter les investisseurs. Et quant au niveau du pétrole, on tombe de plus en plus bas. Il n'y a pas de stabilisation, il n'y a pas eu de stabilisation autour de 60-50. Vous êtes inquiet, vous, pour les perspectives là, sur les marchés actions pour 2016? Alors pour 2016, en fait, le canevas, pour moi, le canevas reste effectivement le même, reste propice à des investissements en actions, notamment dans la zone européenne, mais il faut être extrêmement discriminant. Ce qu'on a pu observer en 2015, c'est une très forte disparité des différentes classes d'actifs, et ça, à mon avis, ça va perdurer en 2016, le tout avec une volatilité qui va rester élevée. Donc le but, c'est comment gérer cette volatilité et être discriminant dans son allocation d'actifs. Tout le monde parle en effet de la volatilité maintenant qui revient. C'est vrai qu'on a vécu des années assez agréables, hein, finalement. Il y avait très peu de volatilité, il ne se passait pas grand-chose sur les marchés, donc c'était finalement une grande autoroute. Là, aujourd'hui, on retrouve de la volatilité, donc c'est aussi là que finalement le talent des gérants se fait voir. Mais pour les investisseurs particuliers, ou enfin tout simplement ceux qui veulent des conseils, comment est-ce qu'on investit dans ces marchés où la volatilité est forte, où il y a aussi des taux qui sont très bas, donc du coup un contexte quand même assez difficile? Oui. Enfin, le contexte de taux bas et de croissance plutôt molle appelle effectivement une stratégie d'investissement plutôt orientée donc, vers des actions européennes dont le positionnement dans le cycle est plus favorable qu'aux États-Unis, qui sont en train de resserrer effectivement leurs taux, avec des thématiques assez fortes à jouer. Un contexte de croissance plutôt molle, de taux faibles, appelle effectivement des stratégies plutôt de croissance, je dirais un peu matinée de rendement. Ensuite, ce qui est à l'œuvre aujourd'hui en Europe, tout est en œuvre pour une reprise cyclique. Donc la thématique de la reprise domestique en Europe doit faire une place assez importante dans les portefeuilles. Ensuite, ce qu'il faut cerner en termes d'un petit peu de gestion, en termes de style, c'est qu'aujourd'hui, voilà, une croissance matinée de rendement semble être un bon équilibre, un bon optimum en termes de gestion. Mais ce qui peut être joué, c'est une reprise cyclique davantage. Cette reprise cyclique ne pourra avoir lieu que s'il y a une reprise des investissements assez forte. Dans ce cas, le potentiel haussier pourrait être nettement plus important. Aujourd'hui, les investissements, on ne les voit pas encore. Non, on ne les voit pas encore. La reprise des investissements est somme toute modérée et il faudrait passer sur un rythme qui est une dynamique endogène sur la croissance européenne qui passe par les investissements qui soit largement supérieure à 5%. Mais donc, là, ce n'est pas pour maintenant. Du coup, ça veut dire on attend encore plusieurs mois. Tout à fait. Ça fait déjà depuis 2015 qu'on en parle de ça. On en parle effectivement. C'est pour ça, pour
lequel on n'a pas observé de basculement vers un style type value, c'est-à-dire plutôt cyclique value l'année dernière. Ce que le marché a joué l'année dernière et ce qui est fort probable que cette tendance se continue au moins premier trimestre, si ce n'est le premier semestre, c'est justement de jouer des valeurs de type visible à la croissance forte et des bilans solides. Donc, comment est-ce qu'on les sélectionne, ces valeurs-là, justement? Comment est-ce qu'on les trouve? Alors on les trouve au sein effectivement de secteurs type qui ont déjà extrêmement bien performé l'année dernière, type santé, par exemple, voilà, type santé, que ce soit du Novo Nordisk, du Ipsen, aussi bien dans les small et mid cap que dans les large cap, c'est un secteur qui a extrêmement bien performé. Également le secteur pour bénéficier de la baisse des taux d'un contexte de taux faible, le secteur des utilities régulées, type infrastructure, on en trouve également dans du Red Electrica, du Enagaz ou même du Vinci. Je ne parle pas des énergéticiens, qui ça sont plutôt effectivement à éviter, vu leur lien aux matières premières, et également le secteur effectivement immobilier qui bénéficie effectivement des taux bas. Également l'assurance, on peut jouer également le secteur de l'assurance qui parfois bénéficie également d'une exposition pour le coup à l'inverse, à la remontée des taux US, type un assureur type Aegon par exemple. D'accord. Donc là, toutes ces valeurs et ces secteurs dont vous nous avez parlé sont des secteurs qui vont donc bénéficier de la reprise de la croissance européenne, qui ne sont pas forcément tellement exposés, c'est ça, finalement au contexte mondial, au ralentissement de la croissance mondiale, ni aux pays émergents, ni par exemple au pétrole. On va privilégier les secteurs qui sont un petit peu leur croissance de façon intrinsèque et locale, c'est ça? Alors c'est le but effectivement. Nous pensons que c'est effectivement le cadre d'une stratégie à implémenter en début de cette année, aller vers la domesticité européenne. Ce qui est parfois plus difficile à mettre en œuvre au sein des large cap et des indices larges. Si on prend par exemple l'Eurostoxx 50, les 12 premières valeurs qui représentent 50% à peu près de l'indice n'ont pas une domesticité européenne particulièrement forte. C'est des sociétés qui sont exposées. Qu'est-ce que vous recommandez par exemple aujourd'hui comme valeur? Alors, par exemple, par contre, en revanche, pour jouer le domaine domestique européen, les valeurs moyennes sont un véhicule idéal. Donc, même si elles ont bien performé là, en 2015, elles ont fait 26% par exemple. L'indice CAC Small a fait 26%, le CAC a fait 9%. Donc c'est vrai qu'il y a une vraie surperformance. Est-ce qu'elles peuvent continuer en 2016 à surperformer? Nous pensons qu'elles peuvent effectivement continuer, vu au regard de leur surcroît de croissance, et leur prime n'est pas encore exagérée, notamment au regard des perspectives de croissance. Donc si on s'exprime en termes de PEG, c'est-à-dire de PER rapporté à la croissance, la décote est toujours manifeste sur les small et mid cap, qui bénéficient justement d'une orientation qui permet de protéger leurs bénéfices et de protéger les valorisations, leur prime de valorisation. Et alors, là, le segment est très très large. Le but est évidemment plutôt de passer pour des particuliers par un fonds qui permet notamment de diversifier les risques, mais le but est de jouer cette diversification avec un effet de levier aux situations spéciales propres aux small et mid cap qui bénéficient d'un gisement d'OPA, de restructuration et de retournement. On a vraiment des cœurs de cible, des sociétés, c'est également des secteurs qui permettent de jouer la digitalisation et la numérisation de l'économie avec des types type LDLC.com, Solution 30, nous pourrions y revenir, mais également qui est tout à fait propice au secteur Solution 30, c'est vraiment une toute petite valeur. On est dans le cadre de la small cap, on n'est pas dans le cadre de la, c'est pas la valeur moyenne là. On n'est pas dans le cadre de la mid cap, on est dans la small cap, mais s'il fallait ne faire distinguer small cap et mid cap, on voit que la surperformance des small cap a été largement supérieure. Et là, on a vu à l'écran le graphique, c'est Solution 30, donc c'est une société dont le titre a fortement progressé là, sur 2014-2015 et en 2016, là on consolide un petit peu. Il y a encore du potentiel de hausse là selon vous sur le titre? Oui, le titre a justement consolidé car en anticipation de résultats plus faible, enfin avec 15% de croissance néanmoins cette année attendue, donc il était normal que le titre fasse une pause. En revanche, le titre bénéficie de deux catalyseurs extrêmement puissants pour cette année à venir, qui permettent déjà d'anticiper à peu près une croissance de 30% sur 2016. Ces deux moteurs étant son pôle énergie et son pôle fibre optique, puisque Solution 30 met en œuvre les connexions des dernières mètres de fibre optique pour le compte d'opérateurs télécoms et qui permet de jouer les connexions de fibre optique de très haut débit Internet. Sur le pôle énergie, il s'agit des fameux compteurs Linky, où Solution 30 a obtenu
30% des 10 premiers millions de ces fameux compteurs, et jusqu'en 2022, on compte à peu près 35 millions de compteurs Linky et 11 millions de compteurs de gaz. Donc Solutions 30, c'est un exemple donc des valeurs moyennes qui bénéficient de leur valeur du côté domestique et surtout et de générer une croissance et d'avoir un aspect immune quant au ralentissement, une croissance molle. Merci beaucoup Renaud Ramette, gérant action chez Promépar Asset Management. On passe tout de suite au Morning Trading.